Bon, je dois vous avouer quelque chose. Je sais pas trop comment le dire, mais voilà, pour faire cette vidéo, j'ai eu un gros problème. En fait, j'ai aucune image des premiers tableaux. Ils ont tous disparu. Alors pour me faire pardonner, j'ai réuni en deuxième partie les meilleures anecdotes de gros pinceaux. Bonjour à tous et bienvenue à l'Opératorium. Aujourd'hui, j'ai mis mon plus beau pull car nous allons découvrir ensemble à quoi ressemblait la peinture dans l'Antiquité grecque et romaine. Quand vous pensez à l'Antiquité, vous pensez à ça ou encore à ça. Le point commun, tout est blanc. Blanc? Mais non! Tous ces bâtiments bien blancs qu'on connaît aujourd'hui n'étaient pas blancs en leur temps. On sait aujourd'hui que l'Antiquité était bariolée. On peignait tout, même les statues. Si on choisissait une pierre blanche, du calcaire en l'occurrence, c'était avant tout pour sa légèreté et le fait qu'elle soit facile à trouver dans la région et à travailler. Le top, c'était surtout le marbre, très décoratif, mais aussi beaucoup plus lourd et bien plus cher. Alors quand on ne peut pas se permettre du marbre, on triche, on imite le marbre en trompe-l'œil grâce à la peinture, ni vu ni connu. Les Grecs et les Romains sont de véritables pros du trompe-l'œil. En plus d'imiter le marbre, ils décorent les murs avec de fausses colonnes, de faux reliefs et de fausses fenêtres. Ces fausses structures créent des carrés vides dans lesquels on va peindre des scènes bien souvent mythologiques. Pour peindre ces murs, il y a plusieurs techniques. La première, c'est du gros œuvre. On barbouille les murs de chaux avec des pigments. C'est ce qu'on appelle l'affresco. La fresque, quoi. On travaille sur l'enduit de chaux humide car au séchage, la réaction chimique de la chaux va piéger les pigments. Pour peindre des motifs dessus, ça devient un peu plus compliqué car il faut appliquer les pigments dessus avant que le mur ne sèche. Pour aller vite, on utilise des pochoirs et des tampons où on trace des contours simples que l'on remplit de couleurs. Le résultat peut rappeler le coloriage et les motifs qu'on trouve sur les céramiques. La deuxième technique permet plus de précision car on peut utiliser un pinceau. Elle consiste à mélanger les pigments dans un liant qui sera soit du jaune d'œuf, c'est ce qu'on appelle a tempera, soit de la colle ou de la résine, c'est ce qu'on appelle aguazzo, c'est l'ancêtre de la gouache. On peut aussi utiliser cette méthode sur les objets en bois. Le problème de ces techniques, c'est qu'elles ne résistent pas bien aux intempéries. On peut éventuellement ajouter dessus une couche de cire froide qui permet de les protéger et de les faire briller. Mais quand il faut quelque chose de plus costaud, on utilise la peinture à l'encaustique. Cette technique apparaît au IVe siècle avant Jésus-Christ. On va avoir l'idée étonnante de faire fondre la cire chaude colorée pour l'utiliser au pinceau et d'y ajouter de l'huile pour la faire durcir. Cette peinture résiste au soleil, au vent et au sel marin et s'utilise sur bois et sur métal. On va alors peinturer les vaisseaux, les machines de guerre, les chars de gladiateurs, les boucliers et même les bûchers qui vont brûler. L'apparition de cette nouvelle technique est très importante pour la peinture antique. Pourquoi ? Parce qu'avec elle, le concept de tableau va se développer. Parce que oui, les Grecs et les Romains avaient plein de tableaux, mais vous imaginez bien que si la peinture qui recouvrait les temples et les statues en pierre s'est effacée, les peintures sur bois avaient encore moins de chance contre les insectes, l'humidité et les incendies, et il en reste très peu d'exemplaires. En même temps, on parle de tableaux qui ont plus de 2500 ans. Pourtant, on peint sur du bois au moins dès le 7e siècle avant Jésus-Christ grâce à la technique a tempera dont on a parlé tout à l'heure. On a par exemple retrouvé ces rares pinakes, des peintures votives qu'on suspendait aux arbres près des sanctuaires. On ne peut pas encore parler de tableau dans le sens actuel du terme puisqu'il s'agit plutôt d'objets avec un rôle fonctionnel, ici rituel. Avec la peinture à l'encaustique, on passe véritablement au tableau tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une œuvre d'art autonome que l'on peut décrocher et raccrocher où l'on veut. Avant cela, le seul moyen de déplacer son œuvre préférée, c'était de démonter tout le mur. Et ne rigolez pas, les Romains l'ont vraiment fait. Pline l'Ancien parle d'un mur déplacé intégralement dans un énorme cadre en bois, créé pour récupérer une fresque. Mais bon, ça reste exceptionnel, hein. La plupart du temps, les fresques ne bougent pas et attendent bien sagement la venue d'un archéologue. On raconte d'ailleurs que l'empereur Caligula fut très déçu de ne pas pouvoir déplacer sa fresque favorite représentant la belle Hélène de Troie. Dommage. Mais revenons à nos tableaux. À l'époque, la peinture sur toile n'existait pas malgré quelques tentatives. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, le sénateur Lepidus se plaignit de ne pas avoir fermé l'œil de la nuit à cause du chant des oiseaux. On tendit une très longue banderole où un dragon était peint pour faire peur à ces derniers.
L'invention de l'épouvantail, oui, mais pas celle de la peinture sur toile puisqu'ils n'ont pas eu l'idée de créer un châssis. Les petits trucs comme ça là. On sait que plus tard, Néron fit peindre une toile de proportions colossales, du jamais vu jusqu'alors, et que la peinture était à peine achevée que la foudre la consuma. On dirait qu'ils ont pris ça pour une grosse punition des dieux, puisque l'utilisation de la toile ne sera pas répandue avant la Renaissance, 1500 ans plus tard. Mais revenons pour de bon à nos tableaux en bois. Nous avons maintenant une peinture à l'encaustique qui est précise, résistante aux intempéries et des tableaux de format raisonnable. Grâce à la mobilité de la technique, on va assister à une multiplication de la production de tableaux. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, les panneaux amovibles apparaissent en alternative aux fresques en trompe-l'œil, notamment dans les riches villas. Une façon pratique de suivre les dernières modes et changer la déco du salon à loisir. Cette nouvelle manière de peindre résout bien des problèmes, comme celui en cas d'incendie de pouvoir sauver les peintures que l'on a payées très cher, dont on est très content et qui rendent très jaloux les voisins. Vous savez, ceux qui ont foutu le feu à la baraque. Les tableaux pouvaient ainsi se promener pour diffuser la dernière fashion trend et le même sujet être recopié dans plein d'endroits différents. Les fameuses mosaïques étaient souvent reproduites d'après des tableaux que l'on pouvait envoyer sur les chantiers comme modèle à recopier point par point, un peu comme les peintures diamants. En effet, si certains décorateurs inventent leurs propres motifs, la plupart sont des artisans anonymes qui recopient à grande échelle des tableaux créés par des peintres. C'est le cas de cette fresque, influencée par un tableau du célèbre peintre Zeuxis, elle imite même le cadre en trompe-l'œil. C'est aussi le cas de cette mosaïque de la bataille d'Issos, qui s'appuie sur un tableau du tout aussi célèbre peintre Apelle, dont on reparlera un peu plus tard. Nous voilà au point sur la décoration des murs et des sols, mais ces tableaux, est-ce qu'on les accrochait comme nous aujourd'hui, au-dessus du canapé ou de la cheminée? À part les envoyer sur des chantiers, on les accrochait où, ces tableaux? Même si on ne sait pas exactement de quand date le premier tableau, on sait que les chefs, rois et dirigeants en tout genre sont parmi les premiers à s'en emparer. Comme les pièces de monnaie, les portraits des rois sont diffusés dans tout le royaume pour montrer combien ils sont beaux, costauds et effrayants pour qu'on ne leur déclare pas la guerre et qu'on les respecte. La peinture devient le moyen le plus réaliste de transmettre leur regard de braise, même idéalisé. Ce qui n'est vraiment pas de chance pour les borgnes qui pouvaient utiliser autrefois leur profil le plus avantageux, mais qui fait bien plaisir aux grands nez. Forcément, ceux qui ont des pépouses veulent se faire tirer le portrait, et bientôt les villas ont leur galerie d'ancêtres autour de l'atrium pour effrayer des générations de mioches. Oui, le portrait de la grand-tante faisait tout aussi peur en moins 500 que dans vos pires souvenirs d'enfance, ça n'a pas changé. On trouve aussi des portraits de figures publiques dans les bibliothèques et les archives, et il est courant d'exposer un portrait d'Épicure chez soi. Carpe diem, frère. Le premier à exposer ses portraits de famille dans un lieu public, c'est Appius Claudius, consul à Rome. Il fait placer le trombinoscope de sa famille au complet dans un temple, bien en hauteur pour que tout le monde voit bien les portraits des rejetons, destinés à assurer sa descendance. Mais on ne trouve pas que des portraits sur les tableaux. Des scènes mythologiques sont couramment offertes au temple en guise d'offrande et les scènes de bataille gagnent les monuments publics. Les tableaux ont une telle importance qu'ils servent même de monnaie d'échange, de cadeaux diplomatiques ou encore au remboursement de dettes. Contrairement à aujourd'hui où les peintures sont plutôt exposées dans une collection privée ou à l'abri des musées, les tableaux vont envahir l'espace public. C'est la naissance d'un principe très important qui est caractéristique de la peinture antique, l'idée que la peinture appartient à tout le monde. Cette idée est tellement inscrite dans les mœurs qu'un peintre célèbre à Rome, Aurelius, va faire scandale. Il avait donné aux déesses qu'il peignait les traits de ses maîtresses afin de rendre une femme jalouse, à tel point qu'on pouvait les reconnaître et en identifier un certain nombre. Il est accusé de profaner la peinture en l'utilisant à titre de revanche personnelle. Qui dit Rome dit forcément gladiateur et colisée, panem et circenses, du pain et des jeux, et on pourrait ajouter de l'art, du jambon et du fromage pour tous. À l'époque de César, Claudius Pulcher organisait par exemple des jeux du cirque avec distribution gratuite de blé aux pauvres. Il fit installer des décors peints et les corbeaux trompés par l'image s'abattirent sur les décorations qui représentaient des tuiles. On raconte encore qu'un affranchi de Néron, donnant un spectacle de combat, garnit les portiques de l'arène du portrait de ses gladiateurs et de tous ses employés. On trouve aussi des tableaux dans les thermes, des images d'athlètes dans les salles de sport et des scènes maritimes en bord de mer.
On trouve encore des tableaux sur les marchés et sur le fameux forum. Ils servaient d'enseigne et de publicité, représentant des boutiques de barbiers, de cordonniers, des ânes ou encore des provisions. De petits rigolos, bien conscients de leur talent d'humoriste, peignaient des scènes comiques qu'ils exposaient sur la place publique. Un jour, le général Crassus, qui faisait sa campagne politique en plein forum, interpella un citoyen à la volée. Celui-ci lui répondit outré. « Dis donc, Crassus, pour qui me prends-tu » ?»« Pour lui, » répondit Crassus en montrant un tableau d'un Gaulois qui tirait la langue. Pline raconte encore qu'il y avait dans le forum le tableau d'un vieux berger avec son bâton. On demanda à un diplomate combien il serait prêt à l'acheter, mais ce dernier répondit qu'il ne voudrait pas de l'original vivant, même gratis. Comme quoi, il y avait déjà des tableaux moches. On sait même qu'un certain Titidius Labéon tirait une grande fierté des petits tableaux qu'il exécutait, et que cela était l'objet de ridicule et de risée. Enfin, avoir son nom qui traverse plusieurs millénaires juste parce qu'on peint mal, c'est presque un exploit au final. Après avoir vu un peu quel genre de tableaux on trouvait dans l'Antiquité grecque et romaine, nous allons maintenant parler des peintres les plus célèbres. Malheureusement, il va être difficile de juger sur pièce puisqu'il ne reste a priori aucun tableau de ces peintres. Ce qu'il en reste, ce sont souvent des copies ou des mosaïques inspirées par leurs tableaux. Nous allons donc devoir faire confiance à notre informateur numéro 1 en matière d'antiquité gréco-romaine, Pline l'Ancien, le Wikipédia du 1er siècle après Jésus-Christ. Cet auteur romain a en effet écrit une encyclopédie géante en 37 volumes, inventoriant les maladies, les plantes, les oiseaux, consacrant des chapitres à la vie des huîtres, et bien sûr à la peinture. Il s'intéressait un peu à tout, et parfois avec trop de détails, puisqu'il est mort en allant observer de près l'explosion du Vésuve. Mais revenons à nos peintres. Dans les temps les plus anciens de l'Antiquité, les peintres sont des artisans. C'est seulement à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ que les peintres vont se détacher de l'artisanat et acquérir un statut individuel. Ils commencent d'ailleurs à signer leurs œuvres. Toutefois, on ne parle pas encore d'artistes puisque ce terme apparaît au 15e siècle. On l'a vu, les peintres sont célébrés et leurs talents sont prisés et recherchés. On est prêt à payer leurs services au prix de l'or, et puisque les souverains ont un statut quasi divin, ils n'autorisent que les meilleurs peintres à les peindre. Faut pas les rater, vous comprenez ? Il y a donc une revendication individuelle des peintres qui fait naître la concurrence. Les meilleurs peintres se comportent en véritables divas et s'affrontent dans des compétitions. On organise des concours de peinture des moins 420 dans les cités de Delphes et de Corinthe. Qui dit concours dit Paris, ce qui fait monter la cote des peintres vainqueurs. On a d'ailleurs retrouvé un papyrus égyptien. Oui, parce qu'à ce moment-là, l'Égypte est grecque. C'est le classement des meilleurs peintres selon plusieurs critères. Et oui, il y a plus de 2 millénaires, on aimait déjà les top 10 et les tier lists. On voit alors apparaître de gros doudous qui vont jouer à qui est le meilleur, les plus connus vont prendre la grosse tête, et si vous voyez un peu l'ambiance de la mythologie, se la péter en Grèce, c'est carrément ok. Battle au 5e siècle avant Jésus-Christ, Zeuxis versus Parrhasios. Notre premier challenger est Zeuxis. Né en moins 464, il est considéré comme l'un des plus grands peintres grecs. Il est tellement pointilleux que pour réaliser un de ses tableaux, il demanda qu'on lui fasse une sélection de belles jeunes filles, il les examina nues, en choisit seulement 5, il détermina ce que chacune a de plus beau et combina tout ça pour peindre une seule femme. Une seule. Par pur professionnalisme. Il a peint aussi un athlète dont il était si content qu'il a écrit sur le tableau cette punchline devenue célèbre « On en médira plus facilement qu'on ne l'imitera ». Il est certain qu'il avait le sens de l'humour. La légende raconte même qu'il serait mort de rire en peignant le portrait d'une vieille dame. Mais avait-il le sens de l'humilité ? Rien n'est moins sûr quand on sait qu'au fait de sa gloire, il donnait ses tableaux parce que, disait-il, ces derniers n'ont pas de prix. Rassurez-vous, ça ne l'empêchait pas de se faire du pognon. Le bonhomme se baladait dans les rues avec un manteau, son nom était brodé en lettres d'or. Il avait un sérieux concurrent à Athènes. Ce peintre était Parrhasios, qui lui aussi avait des tenues sympas. Il portait un habit teint en rouge, une couronne d'or, un bâton cerclé d'or et des bandes d'or à ses sandales. Un fan de char tuning sans aucun doute. On ne sait pas qui lança la mode en premier, mais ça devait être un beau spectacle de les voir se pavaner dans les rues d'Athènes. Parrhasios se donnait de petits surnoms comme Abrodiète, ce qui veut dire prince de la peinture, et se présentait modestement comme le descendant d'Apollon. Perdant lors d'un concours avec son tableau d'Ajax, il dit ressentir la souffrance du héros, vaincu une seconde fois par un adversaire qui n'en vaut pas la peine. Voulant réaliser un tableau de Prométhée souffrant sur son rocher, il acheta un prisonnier à torturer pour plus de réalisme.
Un vrai professionnel, lui aussi. Comme ceci était fort fatigant, il peignait aussi des petits tableaux obscènes pour se délasser et chanter en peignant. Peut-être que Zeuxis avait les chevilles serrées dans ses sandales, mais il se montra beau joueur quand Parassos lui proposa de se mesurer en duel. C'est l'heure du duel! Lors de ce mémorable duel, Zeuxis présenta une peinture de raisin tellement réaliste que des oiseaux vinrent les picorer. Zeuxis, fanfaronnant de son succès, demanda qu'on tire le rideau qui cachait le tableau de Parassos. C'est alors que Parassos répliqua « Je n'ai rien à faire, vous regardez déjà l'œuvre ». Alors on se rendit compte qu'il avait peint un rideau de manière tellement réaliste que personne ne s'en était rendu compte. Zeuxis, reconnaissant son illusion, s'avoua humblement vaincu, puisque lui avait trompé des oiseaux alors que Parassos avait trompé le meilleur peintre. Battle au 4e siècle avant Jésus-Christ, Apelle versus Protogène. Commençons par Apelle. Lui aussi était une vraie star de la peinture de son époque, à tel point que son meilleur pote n'était autre qu'Alexandre. Bien sûr, Alexandre le Grand, qui d'autre. Le roi avait défendu par décret à tout autre peintre de le peindre, car seul Apelle pouvait rendre justice à sa beauté. Apelle et Alexandre étaient comme cul et chemise, à tel point qu'un jour dans l'atelier, Alexandre le Grand parlait d'art sans s'y connaître, et le peintre lui dit d'arrêter de dire des âneries car il faisait rire ses aides d'atelier. Pour balancer ça à un roi qui vient de conquérir la moitié de la planète en moins de 10 ans, faut quand même être sacrément sûr de soi. Une autre fois, Alexandre chargea Apelle de peindre sa concubine préférée, nommée Pancaste. Le peintre tomba amoureux et Alexandre lui en fit cadeau. Tout le monde admira la grandeur du prince d'avoir fait passer le plaisir du peintre devant le sien. L'histoire ne dit pas ce que la jeune femme pensa de passer des bras d'un roi dans ceux d'un peintre, mais elle devait être un peu dégoûtée quand même. Un truc marrant avec Apelle, c'est que quand il avait fini un tableau, il l'exposait à la vue des passants et se cachait derrière pour connaître l'avis du public. Un jour, un cordonnier critiqua la façon dont il avait peint une sandale. Le lendemain, le même cordonnier, tout fier de voir qu'Apelle avait corrigé le défaut, se mit à critiquer la jambe. Apelle, indigné, se montra, s'écriant qu'un cordonnier n'avait rien à voir au-dessus de la chaussure, ce qui devint un proverbe que l'on traduirait aujourd'hui par « chacun son métier et les vaches seront bien gardées ». Notre ami Apelle est lui aussi un grand modeste, puisqu'il comble d'éloges les autres peintres, affirmant qu'ils ont toutes les qualités que l'on puisse désirer, sauf une, que lui seul possède, la grâce. Son concurrent principal s'appelle Protogène, et lui aussi a des copains haut placés. En effet, pendant le siège de Rhodes, Protogène vivait dans une cabane aux abords de la cité. Ne se laissant pas distraire par les combats, il continuait à peindre tranquillou dans son petit jardin. Il fut convoqué et on lui demanda s'il savait que la ville était en guerre. Le peintre répondit qu'il le savait bien, mais qu'il n'était pas concerné car il s'agissait d'une guerre contre Rhodes et pas contre les arts. Confiant notre ami Protogène, mais finalement il avait raison de ne pas s'inquiéter puisque le général ennemi n'hésitait pas, en plein siège, à taper une petite pause café par la maison du peintre, histoire de le regarder au travail. Quand il ordonna de cramer la ville, il demanda spécifiquement à épargner une zone car il savait qu'elle abritait un tableau du maître. Apparemment, cette décision lui coûta la victoire, ce qui est plutôt ballot. C'est l'heure du duel! Le duel entre Protogène et Apelle eut lieu quand ce dernier visita l'île de Rhodes et se décida de payer une petite visite à son concurrent qu'il n'avait jamais eu l'occasion de rencontrer. Manque de bol, Protogène n'était pas chez lui. Apelle décida donc de laisser une trace de son passage en peignant sur un tableau dans l'atelier. Une simple ligne si parfaite que Protogène saurait qu'il était passé. En effet, quand il rentra chez lui, Protogène fut admiratif et sut aussitôt qu'Apelle avait squatté ses pinceaux. Pour lui montrer qu'il avait reçu le message, au cas où Apelle repasserait, il ajouta une deuxième ligne encore plus parfaite, puis il sortit faire ses courses. Apelle revint et ne trouva toujours pas Protogène chez lui, mais vit cette seconde ligne si parfaite. Il ajouta alors une troisième ligne, encore plus parfaite, et Protogène à son retour s'avoua finalement vaincu. Ce tableau fut exposé comme une œuvre de maître, tant ces deux créateurs étaient renommés, et notre bon vieux Pline explique même avoir pu l'admirer à Rome, au palais de César, où le tableau attirait tous les regards, justement par son originalité au milieu des tableaux figuratifs.
Si on connaît toutes ces anecdotes, c'est là encore grâce à notre ami Pline l'Ancien. Ces histoires ont pu être déformées avec le temps, puisque Pline, qui écrit au 1er siècle après Jésus-Christ, cite lui-même des auteurs plus anciens dont les écrits ont été perdus, et parle parfois de peintres qu'il n'a absolument pas rencontrés. Après l'Antiquité, de nombreux auteurs traduiront ces textes du latin au grec au français, donc c'est un peu le téléphone arabe. Et puis au-delà des traductions, il faut bien dire que les auteurs antiques ont tendance à en rajouter des tonnes. Malgré tout, Pline a vu la plupart de ses œuvres de ses propres yeux. C'est grâce à ces descriptions que l'on peut imaginer à quoi ressemblaient ces tableaux en les comparant à des fresques et des mosaïques plus tardives retrouvées dans les vestiges de Pompéi. L'explosion du Vésuve a créé une véritable capsule temps autour de ces œuvres que l'on découvre petit à petit sous les décombres. Quant aux tableaux sur bois, si ceux du forum sont tombés en poussière, on peut s'en faire une bonne idée grâce aux portraits funéraires des momies égyptiennes du Fayoum. Oui, parce qu'à ce moment-là, l'Égypte est romaine. Bien à l'abri dans les tombeaux, ces portraits à la cire sur bois, datant des 4 premiers siècles après Jésus-Christ, sont le témoignage le plus direct des premiers tableaux à l'encaustique apparus jusqu'à 900 ans plus tôt. Les illustrations que vous avez vues datent donc pour la plupart de cette période plus tardive. Pline serait fort déçu d'apprendre que vous n'avez pas connu la grande peinture grecque du 5e au 3e siècle avant Jésus-Christ, puisque d'après lui, après moins de 100, c'est nul. Un peu facile de dire ça maintenant qu'on peut plus comparer avec les originaux. Ces textes de Pline seront étudiés par les peintres jusqu'au 19e siècle. Dès le Moyen-Âge, de nombreux peintres rendent hommage à ces fanfarons de peintres antiques en les affublant de tenues tout à fait anachroniques. Dernier point, et pas des moindres, où sont les femmes peintres dans l'Antiquité ? Ce sujet méritait une vidéo entière qui sera le premier d'une série consacrée à ces artistes. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Comme ça, vous serez les premiers prévenus des prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à très bientôt.